Bonjour à toutes, bonjour à tous, youtubeurs, youtubeuses. Je voudrais vous dire que vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Juste en dessous, vous avez aussi l'adresse de mon site web, à savoir sophrologie-psy.com. De là, vous pouvez directement prendre un rendez-vous pour une consultation dans mes deux cabinets, Paris et Bettencourt, via doctolib.fr. J'ai mis le lien en dessous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important avec un thème qui s'appelle « Refouler ses émotions, quel impact pour le corps et la santé ?» Voilà, donc ça me paraît véritablement important puisque nous sommes dans une société où le refoulement, je dirais, est une sorte de mode de vie. Mais il y a le refoulement volontaire et il y a aussi le refoulement, je dirais, qu'on prend par habitude parce que les choses doivent se passer comme ça. Alors, il faut savoir que quand l'esprit souffre, en fait, c'est la santé et le corps qui peuvent défaillir parce que le lien entre l'esprit et le corps, le cerveau et le corps, est vraiment très fort. Par exemple, lorsque l'on refoule sa peur ou sa tristesse, eh bien, on peut ressentir une boule dans l'estomac ou une sensation d'oppression. On dit souvent « ça me bloque, ça me fait avoir une boule dans l'estomac ». Voilà. Alors, dans ce cas-là, on parle plutôt de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire lorsque la personne qui les refoule, donc ces émotions très intenses, et que ces sentiments, elle n'arrive pas à les exprimer, qu'elle les gère mal, par exemple. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut justement être victime de refoulement de nos émotions? Par exemple, une personne qui ne s'épanouit pas au travail peut avoir mal, par exemple, à la tête ou au ventre. Voilà, l'idée d'aller au travail peut rendre malade, on y va, mais on est atteint de ces symptômes psychosomatiques. On peut aussi se fixer des objectifs hors de portée. Ça, c'est quelque chose de très humain. On veut arriver à quelque chose, on en est capable, oui, néanmoins, on en est capable toujours par rapport à quelqu'un d'autre, et rarement par rapport à soi-même. Alors, le plus important aussi, c'est que les gens ne se voient pas tels qu'ils sont, mais, comme je l'ai dit, par comparaison aux autres. On est dans un monde de compétition. Qui dit compétition, dit échelle de valeur. Donc, on se voit au travers les autres et pas au travers soi-même. Ensuite, une personne craignant la remise en cause par peur de perdre tout ce qu'elle a, tout en sachant que ce n'est pas la solution. Voilà, donc ça c'est important. On a peur, donc on ne va pas se remettre en cause parce qu'il peut y avoir une issue qui n'est pas forcément positive, en tout cas pas objectivement dans la ligne qu'on s'est donné d'avoir. Alors une personne aussi insatisfaite en permanence. Donc quelqu'un qui ne va pas être content, à qui il manque toujours quelque chose pour pouvoir être bien. Donc ça c'est important. Être capable simplement de s'arrêter sur ce que l'on a, de faire le point et de voir d'où on est parti, où est-ce que l'on est pour préparer où on a envie d'aller. Je dirais aussi se sentir déprimé et souffrir d'insomnie. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand on est déprimé, on n'a pas toujours très faim, on a du mal à dormir, on a du mal à vouloir finalement exister parce que eh bien, ces problèmes sont toujours présents. Une autre difficulté dans le refoulement des émotions, notamment, c'est une personne donc, qui reste en couple, mais pour de mauvaises raisons. Généralement, la peur de l'abandon, mais aussi la peur d'un échec. Voilà, donc ça dit un petit peu aussi ce que je viens de citer plus haut. L'impression que sa propre fragilité donc, impose de ne pas construire hors de ses murailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas prêt à entamer quelque chose avec quelqu'un ou bien avec un groupe social parce que nos murailles nous protègent de nous-mêmes et nous protègent aussi de l'extérieur. C'est un mensonge. En fait, on se coupe des gens. L'impression aussi que sa propre fragilité eh bien, est tirée d'une expérience passée et que cette expérience, vous n'avez pas voulu en parler. Vous n'avez pas voulu en parler soit par crainte de représailles, soit parce que le passé est derrière. Et de fait, il suffit de plus y penser, ça c'est ce que l'esprit se dit souvent, et puis on a envie d'aller de l'avant.
Là aussi, c'est un piège de l'esprit, faites attention. S'anesthésier aussi par le biais par des biais donc censés en fait atténuer une pression. Voilà. On s'anesthésie par exemple en voulant sortir tout le temps, en n'ayant absolument aucune minute de disponible, parce que chaque minute qui devient disponible peut être la minute qui va vous faire réfléchir, bon gré mal gré, sur votre mal-être, sur votre sensation, d'où ce refoulement des émotions, parce qu'elles sont là mais on n'en veut pas. Ensuite, ça peut être une personne qui a du mal à rester au calme pour réfléchir. Voilà, c'est-à-dire se prendre du temps pour soi, être capable de s'arrêter pendant un temps, le temps nécessaire pour réfléchir, faire des petites pauses régulières, parce qu'on a peur justement de ces émotions et on ne les connaît pas. Donc ce que l'on ne connaît pas, on en a peur, c'est humain. Maintenant, moi ce que je voudrais vous poser comme question, c'est quelles vont être les conséquences de ces pensées sur le corps au long terme. Alors ça va donc générer une situation de stress et ça peut provoquer par exemple des ulcères d'estomac, une fatigue constante, souvent liée à un état anxieux qui peut déboucher sur une dépression parce qu'on est d'abord anxieux, ensuite l'anxiété va se pérenniser et elle peut déboucher sur une anxiété chronique et ensuite sur une dépression. Ensuite, le corps va se mettre à produire en fait du cortisol. Ça, c'est important de le savoir puisque le corps et l'esprit sont liés. Donc le corps va produire du cortisol, ce qui équivaut en fait à un immunosuppresseur. Pour le coup, à force d'être dans cette situation de mal-être, de refoulement, eh bien, vous allez finir par déclencher des maladies, donc des rhumes à répétition, des problèmes de peau, des petites choses qui finalement, dans une situation normale, ça ne veut pas dire que vous ne le feriez pas, mais au moins, vous allez être beaucoup plus prompte à pouvoir vous soigner, vous guérir et réussir à faire quelque chose. Voilà, c'est ce que j'appelle des cascades d'événements en fait. Voilà. Ensuite, cet affaiblissement de l'immunité, elle peut favoriser des maladies de plus en plus rapprochées. Et qui dit maladie de plus en plus rapprochée, ça veut dire que votre corps va être de plus en plus sollicité d'un point de vue physiologique, donc par votre système immunitaire, et que il va vous soigner, puis au bout d'un moment, pouf, les choses vont s'écrouler, et les maladies qui étaient finalement gérables, eh bien, le sont beaucoup moins, pardon, ou du moins vous amènent à un traitement beaucoup plus important. Voilà. Je parle aussi souvent, dans le cadre du stress, de l'eczéma, des pertes de cheveux, d'apparition d'herpès labial, des problèmes de peau, des problèmes d'érection pour les hommes, des frigidités pour les femmes, des problèmes en fait de sexualité, une sorte de, finalement, d'absence de désir, des palpitations et surtout des nuits à ruminer. Il n'est pas rare dans ce genre de situation, donc pour le refoulement des émotions, eh bien de passer du temps, la nuit, à être seul dans un endroit pour ne pas déranger et réfléchir. Donc tout le temps que vous devriez passer au sommeil, eh bien pour le coup vous le passez aux ruminations. Et en fait c'est l'apparition de tous ces signes qui sont conjugués qui vont conduire forcément, comme je le disais tout à l'heure, à une vraie pathologie. Mais il y a une question piège. Ce savoir malade peut-il être rassurant pour aider au refoulement des émotions? Oui, parce que le piège de ne pas prendre en compte donc, toutes les choses qui n'allaient pas psychiquement, eh bien la personne ne va pas s'écouter. Être malade finalement c'est quelque chose de palpable. On est malade, c'est palpable, il y a une pathologie, il y a un médecin. Du coup, ce n'est plus notre cerveau qui ne va pas bien et ce n'est plus l'angoisse qui nous a amenés à cette situation, mais après tout, c'est une maladie banale. Donc, après tout, on continue à ignorer le trouble et ça arrive très très souvent. En réalité, il s'agit plutôt pour moi d'un transfert émotionnel, donc une sorte de soupape de sécurité qui est mise en place à l'insu même de la personne, parce que la période ne se prête pas au changement. Voilà. Donc ça, c'est important peut-être de le savoir. Alors, une autre question, c'est y aurait-il une autre solution avant d'en arriver là? Assurément. Pourquoi? Parce que ces personnes doivent parler, la personne qui souffre de rejet émotionnel, de refoulement émotionnel, devrait passer du temps à parler de ce qui la dérange et agir avant de tomber malade. C'est-à-dire avant que les troubles psychosomatiques, donc cités plus haut, finalement se mettent en place,
et que de nombreuses problèmes, problèmes style émotions négatives, tristesse, chagrin, colère, qui peut entraîner effectivement ce genre de maladie. Hein. Donc c'est important de pouvoir parler de ce qui vous ennuie, de ce qui est... Peut-être que pour vous ça n'a pas d'importance, mais ça peut avoir quand même de l'importance, le simple fait de libérer ce qu'on appelle le logos, la parole. Voilà. Alors qu'est-ce que le refoulement des émotions? Ça aussi c'est important de faire la différence. Eh bien c'est agir comme si on ne ressentait rien. C'est un des points du refoulement émotionnel. Faire croire qu'une situation nous laisse indifférents aussi. C'est simuler la joie quand on ressent la déception. Faire bonne figure en quelque sorte. C'est tout accepter des autres en remettant son mouchoir par-dessus, comme le dit l'expression. Hein. C'est-à-dire les autres, eh bien, tant qu'ils peuvent en rajouter des couches, ils en rajoutent, et du coup, vous l'acceptez. Voilà, vous l'acceptez, ça ne vous fait rien, du moins officiellement, et puisque les autres sentent que vous êtes prêt à encore en avoir, eh bien, ils continuent à vous en remettre. C'est dire à tout le monde aussi que tout va bien malgré une évidence, que ça ne va pas. Hein. Ça, c'est certain. Alors que vous vous sentez seul, vous n'avez pas envie de parler, etc. C'est minimiser aussi l'effet d'annonce de personnes qui nous entourent. Vous avez donc une chose qui va vous être dite, eh bien, vous aurez tendance à agir comme si c'était une information purement factuelle qui n'a pas d'importance. Mais ça n'est pas vrai. Hein. C'est une mise en place, en fait, une sorte de mise en tableau d'une problématique. C'est s'interdire aussi de vivre émotionnellement. Je ne peux pas avoir des émotions, puisque de toute façon, ces émotions, elles me porteront préjudice. C'est multiplier, comme je disais tout à l'heure, les activités pour s'anesthésier. Mais c'est avant toute chose, ça résume le fait de se nier. C'est-à-dire de nier ce que l'on est, de nier ce que l'on a envie, et c'est nier en fait eh bien, tout ce que vous êtes, c'est-à-dire en lien permanent avec votre corps et votre esprit. Maintenant, qu'est-ce que la gestion des émotions? Ça n'est pas du tout pareil que le rejet des émotions. Alors, la gestion des émotions, c'est ne pas tomber dans la rumination, être prêt à accepter que certaines choses n'aillent pas, mettre en œuvre un changement et poursuivre sa route. Vous voyez la différence entre stagner dans une situation et au contraire en prendre conscience et poursuivre sa propre voie. C'est cesser de voir sa propre vie aussi comme l'incarnation de tous les maux en nous plaçant au centre des souffrances. C'est bien humain. Pourquoi est-ce que toutes ces choses qui arrivent alors que les autres, eux, il ne leur arrive rien? Voilà. Et en fait, on est d'abord à ce moment-là un schéma, les gens élaborent un schéma qui va consister à dire que de toute façon, ils ont une vie malheureuse, que ça a toujours été comme ça, etc. etc. Hein? Donc ça, c'est pas la bonne chose. C'est aussi envisager que toutes ces pensées peuvent être nuancées, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut apprendre à faire un peu de gris, hein, voilà, donc on nuance les couleurs. Mais c'est surtout une force qui nous pousse vers la pensée positive, hein, la gestion de ces émotions, parce que elle va nous donner en fait une énergie exceptionnelle grâce à laquelle nous peignons la toile de notre propre vie. Hein, et en l'occurrence, c'est une force. Voilà, c'est une force. Donc, ne pas confondre la gestion des émotions et l'absence des émotions. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer de faire ensemble? D'abord, je vais vous proposer de découvrir votre potentiel déjà par l'acceptation que votre corps et votre esprit, ou vos pensées, sont parfaitement reliés. C'est-à-dire que vous n'avez pas plusieurs entités, vous n'en avez qu'une seule. Un esprit, un corps émotionnel, un corps physique, et tout est lié. Il y a des interactions entre les uns et les autres, et c'est important d'être capable de les écouter. Apprendre à vivre avec cette conscience en divisant en fait un espace de parole et d'exercices pratiques que j'ai en fait par mon métier. Hein. Voilà, donc je peux vous apprendre à faire certaines choses en tant que sophrologue. Pour ce faire, j'utilise donc une fois de plus une technique s'apparentant à un état de conscience modifié, sans être l'hypnose, qui va simplement vous permettre de redescendre à l'intérieur de vous-même en créant une zone de calme
pour permettre à tout ce qui doit remonter de remonter, et vous aurez bien entendu la possibilité d'en parler si vous le désirez. Et enfin, vous avez des capacités d'auto-guérison, vous avez des capacités d'autogestion. Toutes ces choses, vous les apprendrez et vous acquérez en fait des clés qui vous permettront d'être parfaitement indépendant. Maintenant, je vais vous expliquer comment se passe en fait une séance de sophrologie. Alors, la première séance comprend en fait un dialogue entre vous et moi qui va me permettre d'établir la problématique, mais aussi d'appréhender votre état de santé, c'est-à-dire quelles sont vos douleurs, est-ce que vous avez mal, est-ce qu'il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire, etc. Donc ça, c'est important. Et c'est seulement à l'issue de ce dialogue que je serai en mesure de créer un protocole de séance individualisée pour répondre en fait à la problématique qui m'a été posée au cabinet. Comptez à peu près 2 séances. Il est très rare, voire impossible, que dès la première séance, je sois capable de vous proposer quelque chose parce que j'ai besoin de revenir sur ces consultations a posteriori et surtout, il y a la reformulation. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Enfin, si plusieurs problématiques surgissent au sein de ce premier rendez-vous, eh bien, il conviendra donc de traiter en priorité une problématique et de réaliser en fait un premier tour d'horizon et préparer un protocole qui n'est pas définitif, qui va simplement permettre d'emboîter les consultations les unes à la suite des autres pour suivre aussi l'évolution. Ensuite, eh bien, nous ferons des exercices de respiration et une première sophronisation. Une première sophronisation, c'est simplement vous mettre dans un état, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes assis sur une chaise et simplement, avec des mots neutres, je vais vous proposer d'aller chercher au fond de vous-même le calme en induisant des images que vous pouvez choisir d'avoir ou pas en toute liberté. Donc ça peut être important de le savoir. Ensuite, les séances suivantes eh bien, concernent la mise en place vraiment du protocole défini et aussi, j'ai besoin d'avoir au fur et à mesure du travail que nous faisons ensemble, votre avis sur l'avancée de votre travail. Ce que vous faites vous convient-il? Qu'est-ce que vous penseriez utile de faire? Est-ce que quelque chose est à creuser en fait dans la consultation? Donc ça correspond en fait à un dialogue, un échange, les exercices comme je l'ai dit de respiration avec la relaxation dynamique et des mouvements, une relaxation en repos en position allongée ou assise puisque parfois on me demande d'être allongé, donc j'ai ce qu'il faut pour vous allonger, une banquette en l'occurrence. Ensuite, il y a un retour à l'état de veille, description des ressentis du vécu pendant la séance. Ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est quelque chose que je propose, mais il n'y a pas d'intrusion si vous ne le souhaitez pas, ça se fera peut-être une prochaine fois. Ensuite, les champs d'application de la sophrologie, ils sont quand même nombreux. Déjà, ils apportent une meilleure connaissance de soi, une préparation à un événement particulier, par exemple pour passer un examen. On peut aussi mieux appréhender ses peurs, donc ses phobies par exemple. Voilà. On apprend aussi la gestion du stress, l'amélioration du sommeil. En sophrologie, l'amélioration du sommeil, on a plusieurs exercices qui permettent de pouvoir se préparer au sommeil et de retrouver, au travers de ce qui a été dit préalablement, eh bien, un sommeil plutôt réparateur. L'accompagnement au changement. La sophrologie peut vous accompagner au changement. Par exemple, un changement de vie professionnelle, un changement lié à un déménagement, une situation privée, un divorce, etc. Ensuite, ça va surtout développer la confiance que vous avez en vous-même. Le but va être de vous rendre plus responsable et en fait, ce que vous avez déjà eh bien, va ressortir parce que vous avez toutes ces capacités à l'intérieur de vous-même. On peut aussi apprendre à appréhender une maladie. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. À tous, merci. À très très bientôt. Et n'hésitez pas, doctolib.fr ou bien www.sophrologie-psy.com est disponible au téléphone 07 70 01 32 65. Je répondrai à toutes vos questions. Ciao, ciao.